vous propose de vous parler un petit peu de médecine tropicale. Les médecins militaires ont longtemps été baignés dans les colonies, et puis après, après les indépendances, on a découvert un autre aspect, c'était nos soldats qu'on envoyait en mission. Et je vous propose de faire un petit tour d'horizon dans l'histoire et dans la modernité de la prise en charge de la bilharziose à partir de notre expérience. Donc ça reste une maladie tropicale, vous le savez, avec 5 espèces, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les 2 espèces dominantes, c'est Mansonie et Hématobium, avec cette répartition intertropicale subsaharienne. Donc c'est une maladie qui est liée à l'eau, vous le savez, où on se contamine en s'immergeant dans une eau douce infestée, passage transcutané, petite manifestation clinique éventuellement à cette occasion-là, puis un cycle complexe avec une parasitémie, des schistosomules qui circulent, même si elles sont infimes, en tout cas, c'est un corps étranger allergisant qui circule. Puis il y a une évolution, l'objectif pour le parasite étant d'avoir des vers adultes qui vont se localiser dans des plexus veineux, mésentériques, périvésicaux, en fonction de l'espèce, pour aboutir à une excrétion ovulaire des œufs qui seront émis après la ponte, tout ça étant un cycle assez long, on va le voir, et puis expression ovulaire, soit par les urines pour Schistosoma hematobium, soit dans les selles pour Mansonie ou Intercalatum, on ne parlera pas des espèces asiatiques. Et puis, une fois qu'il y a émission dans l'eau, le cycle se fait par la présence d'un hôte, d'un mollusque, un hôte intermédiaire dans l'eau, qui permet de poursuivre le cycle. Donc ça, c'est donc une maladie liée à l'eau, et c'est une maladie qui, pour les cliniciens, comporte 3 temps. Le premier temps, pour le malade, souvent il n'y a aucun motif de consultation, c'est après la baignade, c'est ce qu'on appelle la phase de pénétration, les furcocercaires passent en transcutané, perdent leur queue et après vont commencer leur cycle, et il peut y avoir une éruption maculo-papuleuse et une petite réaction allergique pendant 1 à 2 journées, et puis ça passe, ça guérit tout seul. Au bout de quelques semaines, on parle bien de semaines, 3 à 8 semaines, peut se développer la bilharziose aiguë qui correspond à la phase d'invasion. La bilharziose aiguë, c'est quand une expression clinique, quand il y a l'expression clinique qui est inconstante, et il peut y avoir des signes généraux, manifestation générale, amaigrissement, fièvre, des signes cutanés, essentiellement allergiques, des signes digestifs à type de diarrhée, et des signes respiratoires à type de dyspnée, de toux sèche. Et ça peut durer de 2 à 10 semaines, donc vous voyez qu'on est sur une maladie qui est lente, on n'est pas dans une ambiance de type virale courte, mais bien une maladie qui pose problème à l'organisme. Quelques semaines plus tard, le cycle se développe en intra-humain, et donc il va y avoir arrivé en phase d'état avec la présence des adultes et la ponte qui commence, et c'est bien les œufs qui vont être la cause de l'atteinte d'organes. L'atteinte d'organes en fonction de l'endroit, ça peut être, donc, je vous ai dit, soit urinaire, soit colorectal. Mais il peut y avoir aussi des emboles un petit peu plus loin, dans le foie, notamment quand il y en a beaucoup, ou bien de façon totalement aberrante, en particulier, il y en a quelques-unes que vous devez connaître au niveau cutané, petite migration comme ça, les œufs en cutané qui donnent des granulomes, et ça peut se voir un petit peu partout, il peut y en avoir en pulmonaire, il peut y en avoir même en médulaire, et ça c'est grave, quand ça passe par une espèce de mécanisme de shunt, là ça peut aller dans les artères d'Adam-Kevitz et entraîner des myélopathies et des paralysies. Donc si on reprend un peu la pathogénie, c'est important pour comprendre, il y a la phase de pénétration qui correspond à l'adaptation locale, la phase d'invasion larvaire qui correspond en fait à une toxémie parasitaire, une hypersensibilité, donc c'est lié à une maladie allergique à ce stade-là qui peut aboutir même à l'extrême à une grande vascularite. Quand je dis grande vascularite, ça peut être des hémorragies enflammées chez des accidents vasculaires cérébraux, dans les formes les plus complexes. Le temps passe et après, les granulomes se forment en périovulaire. Et avec le temps et les années, en l'absence de traitement, l'organisme réussit à circonscrire un petit peu les œufs et à faire une fibrose qui peut aboutir à des séquelles ou des destructions d'organes. Donc on a en fait, ça c'est important, 2 profils cliniques pour la bilharziose. Il faut bien avoir à l'esprit que vous avez 2 maladies possibles. Vous avez l'autochtone, en zone d'endémie, le migrant. C'est souvent une expulsion précoce répétée, c'est les enfants qui prennent beaucoup de parasites en transcutané, et souvent ça passe à l'as. Une fièvre chez un môme, c'est pas grand-chose. À la rigueur, dans le village, on sait que les garçons ont l'équivalent des règles, parce que vers 8 ans, ils pissent du sang. C'est quasiment considéré comme physiologique par les parents, alors qu'en fait c'est une vraie maladie. Ça traduit tout simplement pour l'hématobium la cystite hématurique
Mais il peut y avoir à la longue des atteintes d'organes sévères, des colopathies et surtout, à la fin, une fibrose hépatique, une hypertension portale sans insuffisance hépatosévère. Il n'y a pas d'atteinte des hépatocytes. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur place en zone endémique. Chez le voyageur, c'est totalement différent. L'exposition, elle est tardive à l'âge adulte, le plus souvent, il n'y en a pas beaucoup de parasites. Donc la phase d'invasion, elle peut être aiguë, avec un spectre clinique qui va de rien du tout à vraiment le drame allergique, et chez les plus graves, on peut avoir 25 000 éosinophiles avec un tableau dramatique. Et puis de temps en temps, quand ça passe inaperçu, il y a passage à la chronicité. Et à ce moment-là, on a de temps en temps des gens qui viennent à la consultation parce qu'ils ont des troubles digestifs, ou bien ils pissent du sang, ou bien il y a une hématospermie. Donc des petites manifestations comme ça qui font qu'on pose le diagnostic. Donc il y a deux profils, et ce qui nous concerne, nous, militaires, c'est les voyageurs. Alors c'est une maladie qui est importante pour nous, parce qu'on envoie beaucoup de gens en zone intertropicale, il y a une vingtaine de milliers de personnes militaires qui vont sur le terrain en zone d'endémie. Ils sont parfois en contact avec l'eau volontairement ou par accident. Accident, c'est tomber dans l'eau et être obligé de traverser une zone avec de l'eau douce. Mais l'accident, ça peut aussi être quelqu'un qui est totalement négligent. La négligence, c'est aller laver son véhicule dans le cours d'eau parce que c'est plus facile. Et donc, à ce moment-là, tout le monde s'immerge. Et puis après, il y a aussi la négligence totale où tout le monde va se baigner. Donc, il y a un risque de contamination collective à la même source. Ça, c'est important parce que nous, on est en groupe quand on se déplace. Et donc, on peut avoir des sections et même plusieurs sections successives qui vont être exposées. C'est une maladie qui est considérée comme en service, donc c'est important pour nous, c'est une maladie imputable, c'est un peu comme vous quand vous faites un accident d'exposition au sang dans votre métier. Et donc on a une obligation de diagnostic et de traitement, et ça peut avoir des conséquences sur une mission et au retour, parce que si quelqu'un est déclaré inapte à cause de sa maladie, il ne va pas partir à l'opération extérieure après. Et donc de tout ça, on fait les dépistages actifs. Quand on a un cas, on remonte l'épidémiologie pour tomber sur les cas potentiels, asymptomatiques ou non diagnostiqués, de façon à avoir une bonne vision des choses. On a eu plusieurs épidémies en 40 ans et je vous propose de voir un peu l'évolution. C'est important de voir l'histoire de la médecine, en particulier la médecine militaire, mais l'histoire de la médecine, un petit peu comment les maladies ont évolué. Tchad, 1973-1974, une épidémie à Mansonie surtout, et puis un petit peu d'hématobiome et d'intercalcome. Il y a eu une épidémie, entre guillemets, d'hépatite à l'époque, 73-74, un certain nombre d'entre vous n'étaient pas nés, les chefs oui. Des hépatites aiguës, rapatriement, c'était des hépatites non A, non B, on ne savait pas trop. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une hyperosinophilie, et là, bien évidemment, le diagnostic s'est enclenché, et on a fait une enquête. 66 rapatriés, mais on avait quand même 780 exposés. Et 780 exposés, ça fait 181 diagnostics posés. Alors, vous voyez les volumes qu'on a, comme quand on remonte la filière. Regardez, c'est intéressant parce que vous êtes dans une époque moderne, et regardez comment, à l'époque, on a géré finalement cette épidémie. C'est important, elle est publiée. Il y a eu 97 UIV, 160 cystoscopies, je ne suis pas sûr que ça soit des tuyaux souples à l'époque, des rectoscopies avec biopsie de muqueuse rectale, ça on en fait encore, des laparoscopies, on ouvrait le ventre, on regardait le péritoine, on allait voir le foie, on prenait des biopsies. Vous voyez les résultats. Manifestations urinaires, alors ça c'est intéressant parce qu'on va voir que c'est que du Mansonie, et il y avait des manifestations urinaires dans un grand pourcentage de cas. Donc on avait des manifestations, des anomalies à la cystoscopie, et donc finalement on a eu 25% de diagnostic par l'urinaire. Au niveau colorectal, là encore des manifestations cliniques, une petite rentabilité des œufs dans les selles, et puis après il a fallu passer à l'endoscopie pour optimiser le diagnostic. Et enfin, et ça il l'explique bien dans l'article, finalement, la laparoscopie à l'époque, il y avait des sérologies qui étaient faites, mais elles se sont avérées souvent négatives. Et donc, c'est la laparoscopie qui montrait les granulomes qui a permis de poser les diagnostics. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir du recul sur notre progrès technique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 97% d'éosinophilie. Alors, on se dit, il suffisait d'avoir les éosinophiles, sauf qu'avant le 6e mois, c'était 18% de valeur prédictive positive. Au-delà de 6 mois, c'est-à-dire qu'on laisse évoluer 6 mois une bilharziose, au-delà de 6 mois, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus évocateur. C'était essentiellement du Mansonie, parfois associé à d'autres espèces. La sérologie, les 3 quarts étaient positifs au 6e mois et 100% au 9e mois. Vous voyez que c'est un diagnostic qui n'est pas simple en réalité. Et il y a eu des traitements par mylidazole à l'époque, 2 cures, avec cette chute des éosinophiles, qui est le seul outil véritablement qui est resté au-delà du temps pour nous dire ça évolue bien ou pas. En
Alors, cela dit, une bilharziose non traitée, ça doit probablement avoir moins d'éosinophiles à la fin. Donc, ce n'est pas forcément l'outil le plus performant. Et quelques échecs à 5 ans et des échecs confirmés par la laparoscopie, la deuxième. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, on était quand même dans une situation un peu miséreuse pour avancer dans le diagnostic. Alors, comme, heureusement, les gens se renouvellent, que l'information, c'est comme pour les homosexuels masculins, ils ont chopé le VIH il y a quelques années, la génération d'après est en train de refaire la même chose. Eh bien, nous aussi, les militaires changent et les générations d'après font exactement les mêmes bêtises. En Centrafrique, 1982, 184 exposés, 77 malades. Étudiés sur 6 ans, donc c'est une étude qui est un petit peu différente. Vous voyez la rentabilité, le microscope et la sérologie. Là encore, on a eu besoin d'une muqueuse rectale. Bon, cette série-là, qui était un petit peu plus circonscrite, 52% de sujets symptomatiques. Ça veut dire, entendez, 48% d'asymptomatiques. 48% de gens qui auraient pu avoir une bilharzose qui évoluait si on n'avait pas fait cette enquête autour du cas. Manifestation générale, manifestation allergique, manifestation digestive, alors qu'on est dans la phase de type allergique à ce moment-là. Là encore, des éosinophilies et des associations. Donc une fièvre chez un bilharzien, ça peut être un paludisme, c'est une démonstration. On peut avoir attrapé d'autres helminthioses. Là, le traitement, c'était l'oxamniquine, le Vancil. Dans l'article, il n'était pas mention de son efficacité. Ça, c'est donc 3 ans plus tard. Même zone. L'expérience, c'est difficile à faire passer. 143 exposés, 113 malades. Là encore, des positivités. Là, quand on a été fouillé un petit peu plus loin, la dermite des nageurs, on s'est dit, peut-être on va la chercher. Finalement, 4% à l'interrogatoire qui dit, moi, quand je me suis baigné, ça m'a gratté. C'est un peu modeste comme rentabilité. Par contre, vous voyez que c'est quand même une maladie qui, dans cette série-là, était plus marquante, avec 50%, plus de 50% d'amaigrissement de plus de 5 kg, la fièvre plus d'une fois sur 2, manifestation digestive, là encore, et manifestation allergique. Encore, pareil. Là, on est passé quand même au praziquantel, à biltricine. 2 cures pour tous les exposés. Après, donc là, on vient de faire un bond dans l'histoire. Allez, on prend 20 ans. Donc 20 ans, pendant 20 ans, on n'a pas eu l'épidémie de bilharziose recensée, en tout cas pas publiée, et pas que des connaissances. Il y a eu une petite histoire dans un régiment, un médecin d'unité faisant bien son travail, fait des visites systématiques, fait faire la bandelette urinaire, dit tiens, c'est pas normal, il y a du sang. Et de fil en aiguille, comme ça, il a dépisté un petit cluster de cas qui était allé en Côte d'Ivoire et qui avait contracté une bilharziose urinaire. Traitement par praziquantel, ça s'est bien passé. Puis là, on arrive à Marseille. Marseille en 2006, j'étais déjà dans le service. On a reçu un légionnaire qui revenait de Côte d'Ivoire. Ce légionnaire donc, avait fait 4 mois en Côte d'Ivoire et voilà, il y a 6 ans, il est allé voir son régiment pour fièvre. Évidemment, on leur dit, allez, vous consultez vite. Donc, dès qu'il y a une fièvre au retour, dans les mois qui suivent, ça peut être un palud, vous consultez. Surtout à la Légion, ils consultent bien, ils regarde très tôt un tableau de courbature avec une originalité, une urticaire, et puis une autre originalité, une tendance thrombopéniose. Une lymphopénie, pas d'éosinophile, pas de neutrophile, une CRP un peu élevée, pas de palud et un test pour éliminer la primo-infection par le VIH qui est négatif. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le patient en question, les lèvres gonflées, avec le bec de lièvre, voilà, enfin pas bec de lièvre, bec de canard, comme ça, vous voyez ce gros placard d'urticaire sur le ventre, et puis ça bougeait tout le temps, et puis il y en avait partout sur les cuisses. Il a appelé à peu près tous les médecins de garde pendant 10 nuits d'affilée pour ces manifestations allergiques. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose, on avait une ambiance de type allergique, mais impossible de dire chez un légionnaire si c'est plutôt bilharzien, si c'est une ankylostomose d'invasion, une ankylose d'invasion, pas possible. On ne peut pas prédire ça cliniquement, ça aurait pu être aussi quelqu'un une trichinose parce qu'il avait bouffé du cochon sauvage. Bon, en pratique, d'autres légionnaires ont fait de la même section, ont fait la même chose. Donc on s'est dit, ça sent la bilharziose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, avec nos collègues épidémiologistes, une enquête, c'était au premier règle, à la Régiment des Légions étrangères, une section, 11 personnels, et on a enquêté pour savoir ce qui s'était passé. Ils étaient allés à Béoué, à Bangolo et à Abidjan. Hop, mission à Béoué, enquête, construction d'un pont, c'est sympa, les patients nous ont donné leurs photos. C'est effectivement très démonstratif, et pour le cas où on aurait pu douter de l'exposition, elle était évidente. Il faut savoir qu'il n'y avait pas les cuissards, mais que de toute façon, ils auraient été dépassés, parce que normalement, ils doivent partir avec des cuissards, c'est des bâtisseurs, les légionnaires, c'est des sapeurs.
bâtisseurs. Et là, on leur demande de construire un pont, donc ils ont été obligés de s'immerger complètement. Et en plus, ils faisaient leur petite toilette sur le petit flux d'à côté, là, le petit ruisseau d'à côté. Donc vraiment, l'immersion était complète pour tous, sauf le chef. Et oui, c'est ça les chefs. Donc, on a enquêté sur ces gens-là, mais c'est quand même très démonstratif de ce que c'est qu'une primo-infection bilharzienne. La bilharziose aiguë, c'est différent. Là, on a enquêté, vous voyez, les symptômes, ils sont apparus par rapport au retour. Les symptômes, vous voyez, il y a quelques symptômes qui ont été allégués au bout d'une dizaine de jours, mais on n'est pas sûr que ça soit lié. En tout cas, les premiers symptômes pour le premier sont apparus au bout d'un mois. Vous voyez que l'éosinophilie, alors qu'ils étaient symptomatiques, est apparue encore 2 semaines après. Donc ce n'est pas un signe très précoce, l'éosinophilie. Je ne vous parle pas de la sérologie, donc vous voyez les positivités, puisque ça a été jusqu'à J80 plus positivé. Les selles, au moment où on a fait le bilan, c'est-à-dire quasiment à 2 mois, eh bien, il n'y en avait que 2 qui ont été positifs. Le premier, c'est à J36. La rectosigmoïdoscopie, donc, était pathologique, elle a été faite, vous voyez. Par contre, elle a été performante. On a gardé cette pratique des anciens de faire une rectosigmoïdoscopie. Par contre, on a évité les cystos. Rectosigmoïdoscopie, c'est moins agressif anatomiquement que la cystoscopie. On a trouvé soit du schistosome, soit une colite à l'éosinophile. Non spécifique, mais dans le contexte très évocateur. Et puis après, la certitude diagnostique, elle a été posée avec le temps. Vous voyez quand même qu'il y a des gens qui sont restés négatifs à tous ces tests. Donc exclure une bilharziose aiguë, ça ne se conçoit qu'avec un suivi. On ne peut pas dire le premier test est négatif, vous n'avez pas de bilharziose. Si vous êtes en phase précoce, il faut savoir continuer. Et donc on peut trouver dans les urines, ici l'éperon latéral de l'œuf, je parle sous surveillance du professeur Pierroux, ça doit être du Manzoni. Et puis sinon, dans le rectum, là c'est pas le professeur Pierroux, c'est, je sais pas, on voit les granulomes. Il n'y a pas besoin de le confirmer, mais vous voyez pour les cliniciens, là on voit ce petit granulome, c'est comme des aspects de granerie, et c'est vraiment la signature de la bilharziose. Alors, on a regardé ces signes, et vous voyez, je voudrais que vous compreniez comme quoi c'est piégeant. Des signes qui sont peu fréquents, qui sont fréquents mais peu spécifiques. Là encore, on était un petit peu plus agressif dans le questionnaire, donc 2 sur 8 nous ont dit oui, ça m'a effectivement peut-être gratté après le bain. Soit délai qui commence à 1 mois, et 1 mois après le retour, ils ont presque tous une fièvre. Ce n'est pas forcément la fièvre à 40, ça peut être plus mince. Après, rache, prurite, urticaire. Ça par contre, ça parle, donc ne négligez jamais une urticaire au retour. Une urticaire, j'ai jamais su. En tout cas, des signes cutanés au retour, attention, ambiance allergique, pensée bilharziose. Œdème, là encore, l'œdème qui se déplace, labial, c'est très particulier. Les céphalées, ça a une valeur toute particulière parce que ça peut être, dans les formes les plus graves, annonciateur d'une vascularite cérébrale. La toux sèche est fréquente. Les gens toussent, ils ont une fièvre, vous ne trouvez rien, il n'y a rien à la radio, et pourtant c'est une ambiance allergique. Donc c'est une ambiance allergique. Ce qui est un peu discordant par rapport à nos habitudes, c'est que la diarrhée, finalement, fait probablement partie de l'ambiance allergique. Ce n'est pas une diarrhée aparasite à ce stade-là. C'est une diarrhée très précoce et il n'y a pas, vous avez vu, il n'y a pas toujours les œufs, donc il n'y a pas forcément les manifestations. Vous voyez, c'est un tableau qui est très trompeur, pour peu que ça ne soit pas complet. Vous dites c'est la grippe, et puis c'est doux, et vous laissez évoluer. Les éosinos, là ils étaient fréquents, mais vous voyez qu'il y en a un qui est monté jusqu'à 27 000 quasiment. 27 000 éosinos, c'est celui qui était le plus mal, fébrile, accroché à des températures pas possibles, avec, vous allez le voir, des images inquiétantes sur le poumon et sur le foie. Et on recherchait les hémorragies en flamèche, qui auraient été un signe de gravité supplémentaire. Thrombopénie, donc une fièvre allergique thrombopéniante, c'est une bilharziose possible. Voilà les images. Et donc c'est une maladie, vous avez des petits nodules sur le thorax, et vous avez des nodules dans le foie, ce qu'on voit un petit peu en grisé dans le foie. Ça, c'est la gravité de maladie systémique finalement. Et ça se traite à ce stade-là par des corticoïdes. Ça ne se traite pas par anti-bilharzien à ce stade-là. Le suivi, donc on a fait un suivi, j'étais un petit peu insatisfait de la prise des articles scientifiques qu'on nous sortait, parce que c'était toujours la photo faite par les biologistes ou les cliniciens, mais où tout est compacté dans le temps. Mais je n'avais pas la vision dynamique. Donc avec le docteur Randriana Solo, quand on a fait sa thèse, nous avons décidé de faire une espèce de reproduction, plus c'est foncé la couleur, plus il y a de cas. Donc le maximum c'est 10 sur 10, et quand c'est blanc, bien évidemment c'est 0. Et vous voyez finalement le poids de la maladie et la durée de la maladie sur le temps. Il y a des points, il y a des choses que vous devez noter, c'est que finalement, alors qu'on est sur du Manzoni, il y a des signes qui sont des signes d'allure urinaire. Donc
l'hématobiome, le mensonie peut donner des manifestations biliaires. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ces signes-là qui sont spécifiques, on va dire, de la localisation de la phase d'état, eh bien, ils sont totalement synchrones de la phase d'invasion. C'est-à-dire qu'on nous apprend académiquement, comme je l'ai fait, phase d'invasion puis phase d'état. En réalité, cliniquement, ça se superpose. Ça ne s'exclut pas. Et vous voyez qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de continuer son urticaire très longtemps. Il nous a posé problème. Traitement de la phase aiguë antihistaminique, si c'est les signes allergiques, donc ça c'est 2006, et maintenant l'actualité c'est ça, on traite la phase aiguë par antihistaminique ou corticoïde. Si on a un doute sur une angulose potentielle, on met de l'ivermectine en sécurité, et donc ils ont tous reçu quasiment des antihistaminiques ou des corticoïdes, le plus grave ayant reçu des corticoïdes évidemment. Ils ont reçu 40 mg kg dose unique qu'on a eu besoin de répéter, on va le voir. Le problème que nous avions chez ces gens qu'on a suivis de façon très militaire pendant 2 ans, c'est-à-dire très méthodique avec le soutien des médecins d'unité de la Légion, c'est de dire quand est-ce que ces gens-là sont guéris. Et ça, c'est pas simple. Asymptomatique, bien sûr, mais est-ce que, on a vu que la série de la Verdun, la première série, il y avait des gens qui étaient à peu près bien, mais qui pour autant avaient des lésions. Alors on s'est dit, bon, asymptomatique et moins de 500 éosinaux, ils sont retournés à la normale. Et bien pour obtenir ça, il y a eu une cure pour 3 patients, 2 cures pour 3 patients supplémentaires, 3 cures pour 2 patients, et on s'est retrouvé avec 2 gars qui étaient réfractaires. Le premier, c'était une résistance vraie au praziquantel, parce que les œufs étaient vivants sur les biopsies, et le deuxième, il y avait l'urticaire. Donc qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? Qu'est-ce qu'on doit faire pour débarrasser ces gens de la bilharziose? On a mis augmenter la dose, c'est pas marqué, mais c'est en pratique, c'est du bon sens, ou bien utiliser la nouveauté, les dérivés de l'artémisinine. Mais allez vous procurer en 2006 du palutaire pour dire que vous voulez soigner une bilharziose, c'est hors de question auprès de l'APSAPS, on n'a pas réussi à l'époque. Donc on a traité à haute dose et finalement ils ont guéri. Alors on a plusieurs profils d'évolution. La guérison, donc vous voyez en haut vous avez les signes que vous connaissez, donc je vous les pris ici la fièvre, vous pouvez les lire, fièvre, asthénie, etc. Je ne sais pas si vous pouvez lire d'ailleurs. Et on a mis les traitements, et vous voyez que les éosinaux en bleu ont diminué. Ça c'est la guérison classique, et après, quand les éosinaux sont passés en dessous de 500, il y a un rebond d'IgE. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, dans tous nos cas, il y a eu rebond d'IgE pour la guérison. Pour ceux qui nous ont posé problème, celui qui était réfractaire, lui, il avait eu du mal à baisser ses éosinaux et ses IgE. En fait, il ne les a montés que quand il a été débarrassé véritablement. Celui-là, il nous a donné du fil à recoudre, enfin, il nous a donné des problèmes, posé des problèmes. Et puis, l'urticaire chronique, pour le coup, on l'a débarrassé sur la fin, mais il est resté urticarien, mais il a eu une évolution biologique. Donc il est resté allergique, probablement parce qu'il avait une charge parasitaire, une charge ovulaire importante, et qu'il a eu du mal à s'en débarrasser. Eh bien, l'histoire n'est pas finie, malheureusement pour vous. Il reste encore quelques minutes. 2011, on a encore des forces. Ça tombe bien, on en a encore en Centrafrique, on ne savait pas quoi faire. Eh bien, vous voyez, en Centrafrique, il y a une ville qui s'appelle Bouali, enfin un village, des chutes plutôt, qui sont derrière Bangui, là, par ici, quelque part par ici, en allant vers Bossambélé. Il y a des belles chutes. Hein. Puis c'est tellement tentant quand on est en mission et qu'on a besoin de se laver ou de se détendre. Eh bien, il y en a beaucoup qui se sont baignés. Donc comment on l'a su? Parce qu'en juin 2012, il n'y a pas très longtemps, on a reçu une alerte au centre d'épidémiologie de santé publique des armées, ici, là, où on nous a dit, bien voilà, sur notre contingent, nous avons une épidémie de douleur abdominale, ça ne ressemble pas à une TIAC, il y en a qui sont allergiques, et puis il y en a un qui a une éosinophilie, c'est bizarre. On s'est dit, oulala, douleur abdominale très intense, est-ce qu'ils ne nous ont pas chopé la trichinose, parce que ça fait vraiment mal au ventre, on s'est dit quelque chose comme ça. Et puis finalement, très facilement, on a trouvé les bains en eau douce, et puis un cas était positif, et comme ils devaient rentrer tous dans le mois suivant, on a organisé tout ça. Alors on s'est tous mis ensemble, on travaille maintenant bien ensemble, les épidémios, les biologistes, les cliniciens, c'est quand même une force. Et donc on a organisé avec les médecins d'unité sur place la gestion des urgences, parce que les gars, on ne pouvait pas les mettre dans l'avion sous prétexte qu'ils avaient un peu d'urticaire alors qu'ils allaient rentrer, on ne peut pas mobiliser un avion comme ça. Donc on a géré la gestion des corticoïdes sur place, pas d'anti-parasitaires, et puis on a mis en place la stratégie pour gérer les quelques 200 exposés, ce qui n'est pas simple. Notre chance, c'est qu'il y en avait beaucoup sur un seul régiment. Donc il a fallu s'organiser, les mettre quasiment en quarantaine, on va dire, les bloquer en tout cas avant qu'ils repartent voir leur conjointe, pas simple, et puis mettre en place toute une stratégie pour les cadrer, les protocoliser en termes de diagnostic, etc., et puis mettre en route un traitement. On a décidé
Pour ma part, j'avais décidé de, parce que je suis consultant national, j'ai décidé qu'on passait à 60 mg kg, ou non pas 40 pour ne pas avoir les mêmes ennuis qu'avant, et puis qu'on ne traiterait pas avant J60 après la dernière exposition. C'est-à-dire on attendait 2 mois pour être tranquille, pour qu'on soit au plus près de la phase d'état, parce que les formes jeunes ne sont pas sensibles finalement au praziquantel. Donc il a fallu faire des définitions, on a mis un algorithme. 2 collègues, donc le docteur Savini et puis le docteur Delaval, et puis une jeune interne, sont allés à Brive avec les médecins d'unité pour essayer de voir la première consultation et faire ce protocole qu'on avait tout à fait organisé. Et quelques résultats préliminaires, alors vous n'avez pas sauté au plafond, mais au moins ça vous donne des informations sur ce qu'on a pour l'instant, mais l'étude devrait être belle à la fin. On a eu 102 infectés prouvés sur les 205 militaires testés. 90 avaient une sérologie positive. Il y a eu des PCR sang qui étaient positifs, des PCR sel qui étaient positifs également. Sang et sel positifs 13 fois, donc sur les deux. On a eu, vous voyez, très peu d'œufs. Donc là encore, on aurait été embêté si on avait eu les outils de 1974. La sérologie, bon, ça va, ça a parlé. Et puis, par contre, vous voyez qu'on a même eu des gens qui étaient positifs. On n'a probablement pas l'ensemble des résultats, mais sérologie négative, PCR positive. Donc sur Brive, où on a vraiment des données un peu plus costauds parce que c'est monocentrique, on avait donc à peu près 90 exposés. Vous voyez que les symptomatiques étaient quasiment tous infectés. En revanche, les asymptomatiques, il y en avait qui étaient, parmi les asymptomatiques, il y avait des infectés. On a même trouvé, dans les épidémies précédentes, des gens qui déclaraient ne pas s'être baignés et qui étaient infectés. Ce qui prouve que l'interrogatoire n'est pas toujours fiable. C'est pareil pour les voyageurs. Vous voyez les symptômes, on retrouve l'ambiance habituelle et on retrouve des co-infections. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ils ont tous été traités. Et les premières données, c'est que le rattrapage du diagnostic à 1 mois, on s'est dit on va remettre une deuxième louche diagnostic à 1 mois, on n'a rattrapé qu'un seul. Donc ça veut dire que la stratégie d'avoir attendu, d'avoir mis tous nos outils marche à peu près. Suivi post-traitement, 95% au moins sont asymptomatiques au 3e mois. Est-ce que c'est l'évolution naturelle ou est-ce que c'est notre traitement? On verra plus loin. Et puis, ce qui nous pose le problème, c'est de définir ce que c'est que la guérison, là encore. Donc le suivi à 3 mois, eh bien, on en a 25 sur 90 qui ont une hypereosinophilie à plus de 500. On a été très exigeant sur le chiffre qu'on s'est imposé, et des IgE totales à plus de 1000, parce qu'on s'est dit, s'il y a des IgE, il y a peut-être finalement une grosse ambiance, une grosse charge oculaire et un risque d'échec. Donc on les a retraités à haute dose. Et aussi intéressant à savoir, sur nos PCR dans le suivi au 3e mois, il y en a quelques-uns qui sont positifs dans le sang, pas dans les selles, alors qu'ils ont plus d'IgE et plus d'éosinophiles. Donc ils sont totalement guéris sur les critères habituels, mais ils ont encore des PCR qui traînent. C'est un peu compréhensible, les granulomes vont chercher à détruire les œufs, et automatiquement on n'est pas surpris qu'au 3e mois, il y ait comme ça une positivité. Donc si on fait une synthèse un petit peu, le chemin dans le temps, 1970, sérologie, la paroscopie placée très haut parce que la sérologie était probablement moins performante. On a oublié certains gestes un peu agressifs en 80, on était passé sur le banc cible. 90, sérologie là encore, l'échographie est venue nous aider, le scan aussi. Bictricide, révolution, ça c'est sûr. Maintenant, on est sur la sérologie des PCR, corticoïdes en phase aiguë, et bictricide haute dose pour ce qu'on fait chez nous. Et par contre, se pose toujours la question de qu'est-ce que c'est qu'un guéri? C'est le temps qui le dit, on n'a pas d'outils pour dire ce que c'est. Beau travail clinique. C'est quand même un commentaire, c'est assez étonnant de voir que cette maladie, qui est une maladie qui touche des centaines de millions de personnes, est finalement assez mal connue cliniquement. Parce que les pays où elle survient, finalement, on a assez peu de capacités de diagnostic. Et là où on a les capacités de diagnostic, on n'a pas de malade. Alors heureusement qu'on a nos militaires, finalement, qui réussissent à attraper la maladie et la faire diagnostiquer. Les militaires qui l'attrapent, c'est les militaires qui la diagnostiquent.